Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Entrée en janvier 2014 par fusion dans l'UMR 7367 Dynamiques européennes de l'Université de Strasbourg, l'ancienne équipe d'accueil phare, Frontières, acteurs et représentation de l'Europe, s'est transformée dans la foulée en Centre Raymond Poitevin. Celui-ci regroupe au sein de la nouvelle unité les chercheurs désireux de travailler sur l'histoire des relations internationales, mise en rapport évidemment avec la construction complexe et multidimensionnelle de cet objet d'étude pluridisciplinaire qu'est l'Europe. Soucieux d'assurer une relative continuité entre les nouvelles perspectives tracées par les différents axes de l'UMR et les travaux antérieurs effectués au sein de l'ancienne EA, les membres du CRP ont décidé de conserver pour le moment le titre cahier de phare. De la sorte, ils espèrent que les personnes qui se sont intéressées jadis à leurs travaux ne seront pas déstabilisées par un changement de dénomination toujours délicat à effectuer. Pour ce 6e numéro, la rédaction a choisi de présenter des textes qui ont été produits à l'issue de 2 journées d'études portant l'une sur la naissance et ou la renaissance de nouveaux États en Europe au XXe siècle, l'autre sur une région particulière du continent, l'ère Baltique, à la veille de la Grande Guerre, événement tragique où fut en partie redessinée la carte de notre continent. L'approche est essentiellement historique, mais elle peut interpeller aussi d'autres spécialistes des sciences humaines et sociales dans la mesure où les différents articles touchent à des problématiques très actuelles, voire à des questions épistémologiques générales. Nous souhaitons donc une excellente lecture à ceux qui auront la curiosité et la patience de découvrir ces analyses. Nous les assurons que d'autres publications suivront dans les mois qui viennent sur des sujets touchant à la coopération internationale en Europe et à l'anti-européisme. La rédaction. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Titre. Copyright. Avant-propos. Dossier. Naissance et renaissance des nations. Naissance et renaissance des nations, 1917-1920-1989-1991, une introduction Jean-Christophe Romer. Sortie d'Empire comparé des Tchèques et des Slovaques, 1918-19 Antoine Marès. La fin de la Grande Hongrie, une indépendance amère Julien Pape. La double naissance de l'État ukrainien, une analyse comparative Maria Kaminska. Réseau, perception, contexte politique. Reconnaître l'indépendance de la Finlande, décembre 1917 au janvier 1918 Louis Clerc. Quelques réflexions à propos des processus d'émancipation nationale en Estonie au XXe siècle Maurice Carré. La construction de l'appareil diplomatique d'un État nouvellement indépendant. Le cas de l'Azerbaïdjan Esmira GASIMOVA. Mélange. Perception croisée. Léo Mechelin et les réseaux finlandais en France, 1880-1914, Louis Clerc. L'ère Baltique formait-elle une entité à part entière à la veille de la Première Guerre mondiale? Réflexion à propos de la pertinence d'éventuels Baltic Studies, Philippe Blanc et Maurice Carré. Les auteurs. Adresse. Dossier, Naissance et renaissance des nations, 1918 à 1920 et 1989 à 1991. Naissance et renaissance des nations, 1917-1920-1989-1991, une introduction. La question de la naissance d'États-nations par leur accession, voire leur réaccession, à l'indépendance n'est pas neuve. Au cours du XIXe siècle, que l'on peut qualifier de siècle du printemps des peuples, le phénomène s'est produit à plusieurs reprises. Mais si la dynamique s'engage dès le milieu de ce siècle-là, elle ne trouve son aboutissement que dans le dernier tiers du siècle pour certains pays et même pour la majorité d'entre eux, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une nouvelle phase s'engage ensuite à la fin du XXe siècle. Au cours de ces 2 siècles, le phénomène a été le plus souvent le fruit de l'affaiblissement suivi de l'implosion, de l'explosion ou du démembrement des grands empires européens. Paradoxalement, il ne s'est pas produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui fut pourtant le conflit le plus meurtrier du XXe siècle. Pourtant, durant cette longue période, les nouveaux États indépendants issus de ces crises et guerres
ne se sont pas toujours et tous aisément coulés dans le monde environnant qui les accueillait ni même dans leur nouveau moule, que ce moule ait été le produit de leur propre conquête ou qu'il leur ait été octroyé. La quête d'une place sur la scène européenne fut parfois l'objet de luttes qui ne furent pas toujours victorieuses. Ainsi en est-il de la Grèce qui, dans la lutte pour son indépendance 1830, aurait souhaité se voir reconnaître comme l'héritière immédiate de la Grèce antique, mère de la philosophie, de la démocratie et des arts. Or cet héritage lui a été légitimement dénié jusqu'à y compris dans les milieux les plus philhellènes européens de l'époque. Après l'échec relatif du Printemps des peuples, relatif car les événements de 1848 ont donné un véritable élan qui trouvera ses fruits dans les décennies suivantes, une nouvelle vague d'indépendance se produit lors du conflit balkanique de 1875 à 78 et notamment à l'issue de la guerre russo-turque qui débouche sur les traités de San Stefano puis de Berlin conduisant à l'indépendance de la Roumanie puis du Monténégro, de la Serbie et de la Bulgarie. C'est d'ailleurs lors du congrès de San Stefano que le chancelier russe Alexandre Gortchakov parle de la Turquie, homme malade de l'Europe. Mais c'est bien sûr au lendemain de la Grande Guerre que se produit la vague la plus significative de création d'États-nations, avec la décomposition des empires ottomans, austro-hongrois et dans une moindre mesure, russes. C'est cette première vague d'apparition de nouveaux États indépendants, qui fut le point de départ de l'idée de la journée d'études organisée par l'équipe de recherche Frontières, Acteurs et Représentations de l'Europe, phare, dont on trouvera les actes dans le présent volume. Très rapidement, il est apparu comme une évidence à l'équipe d'élargir la problématique en lui adjoignant une dimension comparative. Car si l'objectif premier était de réfléchir sur les États baltes en 1918 à 20, comment ne pas comparer cette première expérience de l'indépendance à la seconde qui se déroule quelques 70 ans plus tard puis au-delà de la Baltique, à d'autres pays de l'Europe du centre et de l'Est. Ceci a notamment conduit au constat que, à la différence de 1918 à 20, l'on assiste en 1989 à 91 à deux phénomènes distincts. Le premier est celui de l'indépendance acquise ou retrouvée pour des sujets de l'Empire russe soviétique. Or, l'on oublie trop souvent dans les médias comme dans la propagande des pays concernés que les États baltes notamment, furent aussi des provinces de l'Empire russe. Certes, ces mêmes États baltes avaient déjà en une expérience de vie politique indépendante, une génération durant et donc une mémoire de cette indépendance. Mais pour toutes les autres républiques ex-soviétiques devenues nouveaux États indépendants NEI, en 1991, Russie comprise, cette expérience d'une indépendance réelle était inexistante. Car si l'on prend l'exemple de l'Ukraine, peut-on parler de véritable expérience d'indépendance au lendemain de la révolution de 1917 alors que cette brève période a correspondu à 3 ans de guerre ? Dans toutes les républiques européennes ex-soviétiques, l'expérience de ces années d'indépendance a certes été glorifiée et souvent instrumentalisée, mais il paraît difficile de parler d'expérience de fonctionnement normal, d'institutions politiques. À l'implosion de l'Empire russe soviétique s'ajoute un second phénomène, qui est celui de la dislocation de ce qui était perçu à Moscou comme un glacis protecteur et qui concerne les anciens vassaux de l'URSS. Leur résurrection, comme État souverain datait des lendemains de la Première Guerre mondiale et ils le sont restés de jure après 1945, disposant notamment d'un siège à l'ONU. Mais cette souveraineté était limitée par leur appartenance à la sphère d'influence soviétique, instaurée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La situation est donc différente, bien que l'on retrouve des thématiques souvent similaires dans les deux cas. Il en est ainsi de la réappropriation d'un espace, d'une identité et d'une mémoire le plus souvent idéalisée et instrumentalisée, comme autant d'éléments de légitimation d'un régime politique nouveau. Dans le cadre d'une journée d'études, il n'était bien entendu pas possible d'aborder systématiquement chacune des républiques ex-soviétiques ni même des seules républiques européennes, pas plus qu'il n'était envisageable d'aborder chacun des pays du pacte de Varsovie. D'où une nécessaire sélection, forcément subjective, de pays représentatifs de chacune des deux catégories envisagées plus haut. Estonie et Ukraine pour les premiers, Hongrie et Tchécoslovaquie pour les seconds auxquels a été ajouté le cas très particulier de la Finlande. Dès lors, il est possible de constater dans chacun de ces exemples une idéalisation des premières indépendances destinée à l'écriture d'une mémoire glorieuse souvent éloignée des réalités. Certains de ces NEI
ont ainsi une fâcheuse tendance à oublier leur passé impérial russe. Maurice Carré montre bien d'ailleurs les risques qu'il y a à forcer le trait des similitudes en négligeant les spécificités, de fait plus nombreuses, d'où l'intérêt de l'étude comparative qui est finalement destinée à neutraliser les réécritures abusives de l'histoire débouchant sur ce phénomène universel qu'est le vieil affrontement entre histoire et mémoire. Bien sûr, il existe des différences importantes dans chacun des cas étudiés. En 1920, les États baltes sont des États ruraux alors qu'ils font partie des républiques soviétiques les plus industrialisées en 1991. La Hongrie connaît un important changement territorial en 1918 alors que ses frontières restent inchangées en 1989. De même, le territoire de l'Ukraine n'est pas le même en 1917 et en 1991 puisqu'il inclut, depuis 1945, la Ruthénie et la Galicie, berceau du nationalisme ukrainien. La dimension nationale, voire nationaliste, des dissensions entre Tchèques et Slovaques est plus marquée en 1989 qu'elle ne l'a été en 1918, débouchant sur la partition de l'État en 1993, plus d'ailleurs par la volonté des dirigeants politiques en place à l'époque que par celle des peuples. Plus globalement, le climat international de 1918 à 20 reste un climat de guerre alors que 70 ans plus tard, il est plutôt dans l'euphorie d'une Europe réconciliée et réunifiée. Certes, cette euphorie s'est rapidement avérée illusoire avec le retour de la guerre comme option envisageable, à défaut d'être rationnelle sur le théâtre européen. Le désenchantement apparaît naturellement, dès le début du conflit en Yougoslavie. Il apparaît certes, mais la question ne se posait pas encore avec autant d'acuité, au moment de la tenue de cette journée d'études pour l'Ukraine aujourd'hui en guerre. Jean-Christophe Romer. Sortie d'empire comparé des Tchèques et des Slovaques, 1918-19 1989-93. Alors que la République tchécoslovaque est née le 28 octobre 1918, les républiques tchèques et slovaques apparaissent simultanément le 1er janvier 1993. La comparaison entre 1918 et 1993 apparaît moins pertinente, à défaut de la date de 1945, que les deux séquences 1918 à 1919 et 1989 à 1993 qui seront retenues ici. Pour limiter ce vaste champ, cette contribution se limitera à 3 questions. Quel espace pour le nouvel État ? Quel changement de régime et de société ? Quel problème d'identité et de mémoire ? Quel espace pour le nouvel État ? 1918 à 1919. En 1918, la situation est d'une complexité extrême puisqu'il s'agit de construire un État tant à l'intérieur que sur le forum international. Dans le premier cas, les héritages pèsent lourdement. Dans le second, les nouveaux acteurs se tournent vers l'Occident en se réclamant de leur occidentalité et de la justice face aux aléas de l'histoire. Sur le plan intérieur, on assiste à un éclatement potentiel du territoire historique de l'ancien royaume de Bohême avec les tendances centrifuges des Allemands qui tentent de constituer en régions autonomes les territoires où leur concentration est forte et où ils représentent une population de 3 millions d'habitants. Ils réclament leur rattachement à un ensemble allemand. Mais ni pour les Tchèques, qui mettent en avant des frontières qui remontent au Moyen-Âge, des impératifs géopolitiques avec les lignes de crête des rebords du plateau de Bohême et l'intérêt économique de ces régions densément industrialisées, ni pour leurs alliés occidentaux, il n'est question de renforcer l'Allemagne. L'entente approuve la prise de contrôle tchèque malgré quelques affrontements sérieux entre autorités tchèques et indépendantistes allemands, au printemps 1919. L'autre grand problème est celui de l'extension des pays tchèques vers l'Est, avec tout d'abord la Slovaquie qui traditionnellement appelée la Haute-Hongrie dans le cadre de la couronne de Saint-Étienne, a rompu son mariage millénaire avec Budapest, comme l'a affirmé le leader du parti catholique slovaque Andrej Jašelinka en mai 1918. L'union entre Slovaques et Tchèques s'est décidée aux États-Unis, dans l'émigration, par les accords de Cleveland 1915 et de Pittsburgh 1918. Pour les Slovaques, l'automne 1918 est plus encore que pour les Tchèques une divine surprise, voire un miracle. Si les frontières septentrionales avec la Pologne sont historiquement stabilisées, il n'en est pas de même au sud. Le problème principal est celui des moyens nécessaires pour assumer ces prétentions. D'autant que les Slovaques n'ont pas les forces de leurs ambitions,
ni armée ni police ni élite suffisante. Ces dernières devront venir des pays tchèques pour construire une administration inexistante après le départ des fonctionnaires hongrois ou hungarophones. La confirmation de la ligne de démarcation hungaro-slovaque à Paris le 21 décembre 1918 va permettre de contrôler légalement la Slovaquie, non sans difficulté. Et le 25 mars, le ministre Vavros Hrobar, plénipotentiaire pour la Slovaquie, déclare l'état de siège alors que la République des Conseils de Béla Kun a été proclamée à Budapest. D'avril au 5 juillet, la guerre oppose Tchécoslovaques et Hongrois sur fond de révolution. Plus à l'est, un dernier élément va s'agréger à la Tchécoslovaquie. En effet, le 12 novembre 1918, le Conseil national des Ruthènes a décidé, également aux États-Unis, à Scranton, de se rattacher au nouvel État, ce qui sera confirmé le 8 mai 1919 à Uzhgorod par les instances politiques locales. Il aura donc fallu 8 mois pour que le territoire tchécoslovaque soit précisément établi par voie diplomatique, occupation ou conquête. L'extension des pays tchèques vers l'Est aura pour conséquence une forte hétérogénéité nationale, plus d'un tiers de minorités, un déséquilibre entre les pays tchèques, qui regroupent la Bohême, la Moravie et la Silésie, très industrielle, et 2 provinces orientales agricoles sous-développées, ainsi qu'une situation géopolitique fragile du fait de l'allongement de l'État, avec 1000 km d'ouest en est et 300 km au maximum du nord au sud. 1989 à 1993. En 1989, il y a en revanche un continuum étatique. Pas de problème de frontières car elles sont stabilisées depuis 1945, plus de problème de minorité allemande, sinon sur le plan de la mémoire des expulsions de 1945 à 1947, pas de problème de rapport de force réglé militairement puisque la chute du régime s'est opérée pacifiquement et qu'il y a plus de conflits frontaliers avec les voisins. En revanche, la question des relations entre Tchèques et Slovaques est devenue centrale et va déboucher sur l'éclatement de l'État. À défaut d'une analyse détaillée du divorce TCHE accent aigu CO-slovaque, on peut mentionner quelques causes de cette séparation. La disparition de l'URSS comme garant du statu quo centre-européen est l'arrière-plan obligé de ces transformations. Sur le plan historique, on constate un complexe slovaque de déficit étatique par rapport à ses voisins et des références historiques communes entre Tchèques et Slovaques qui ont très peu en commun, qu'il s'agisse des périodes ou des hommes préférés. S'ajoute à cela une série de points d'affrontement bilatéraux, sur l'ensemble de la période partagée depuis 1918, qui vont des reproches tchèques sur l'absence de tradition démocratique slovaque aux reproches slovaques du mépris tchèque et de liens à sens unique, en passant par le non-respect des engagements fédéralistes, le sort du chef de l'État slovaque Josef Tiso exécuté en 1947, la répression tchèque contre les patriotes slovaques après 1945, non communistes puis communistes, l'ingratitude slovaque, la trahison slovaque de 1939, la nature du régime slovaque pendant la guerre. Sans cet arrière-plan historique, on ne comprendrait pas la séparation qui intervient dans la seconde partie de 1992 et qui prend effet en 1993. Par ailleurs, l'expérience des années 1969 à 1989 n'est pas tout à fait la même en pays tchèque et en Slovaquie, la normalisation ayant pris des formes moins radicales à Bratislava qu'à Prague et les Slovaques ayant profité de ces 2 décennies pour combler une partie de leur retard sur les Tchèques. Il en ressort que les Slovaques seraient prêts dans les années 1980 à une variante de la perestroïka alors que les Tchèques voudraient une rupture radicale avec le régime communiste. Enfin, les équilibres entre Tchèques et Slovaques ont profondément changé depuis 1918, tant démographiquement qu'économiquement, et les Slovaques disposent d'élites compétentes et aguerries qui se sont développées au niveau étatique dans le cadre de la fédération. L'héritage pèse donc lourd, y compris sur le plan institutionnel, parce que le nouveau régime a conservé les structures constitutionnelles communistes qui, une fois le PCT disparu, concentrent les pouvoirs au sein des assemblées parlementaires sans instance d'arbitrage en cas de conflit. Par ailleurs, l'artificialité du rattrapage économique slovaque est apparue dès qu'a été introduite la logique de marché, se traduisant aussitôt par un différentiel significatif du chômage, 3% en République tchèque contre 12% en Slovaquie, lié à l'effondrement de secteurs peu rentables, mines et sidérurgie,
ou abandonnés par volonté politique, comme l'industrie d'armement qui avait permis d'industrialiser rapidement, mais artificiellement la Slovaquie. C'est la toile de fond sur laquelle se sont déroulées les négociations slovaco-tchèques en vue de redéfinir les relations entre les deux partenaires au sein de la fédération, née le 1er janvier 1969, en 4 étapes. Avec tout d'abord la querelle du trait d'union, avec la volonté de traduire la fédéralisation par l'orthographe du nom de l'État, puis les efforts de redéfinition des compétences, 1990 à 1991, la radicalisation préélectorale du printemps 1992 et la proclamation de la souveraineté slovaque en septembre 1992, tout cela se passant dans une grande confusion, une grande opacité et des ambiguïtés nombreuses. Pour résumer, les états-majors de certains partis, ODS et HZDS, et la presse ont joué le jeu de la séparation, l'opinion restant très majoritairement hostile à la scission tant en pays tchèque qu'en Slovaquie jusqu'à l'été 1992. Si la naissance des nouveaux États s'est réalisée contre les opinions, celles-ci n'ont eu ni la volonté ni les moyens de s'exprimer efficacement. Ici encore, le référendum qui était réclamé n'était pas possible constitutionnellement, et d'ailleurs les élites politiques n'en voulaient pas. Malgré le caractère tout à fait pacifique de la scission et des partages qui ont suivi, le découplage complet entre les deux pays ne tardera pas, l'économie entraînant une différenciation rapide, y compris sur le plan monétaire. L'évolution politique et économique de la République tchèque et de la Slovaquie sera d'ailleurs assez différente pendant les quelques années qui suivront leur indépendance, au moins jusqu'en 1998. Quel changement de régime et de société ? 1918 à 1919. Parallèlement à la création de la Tchécoslovaquie dans ses frontières quasi définitives, avec les traités de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, et avant le traité de Trianon de juin 1920, il a fallu faire des choix sur les plans politique, social et économique. C'est à Genève, lors des discussions entre les représentants de la résistance extérieure et ceux de la résistance intérieure baptisée Mafia, à partir du 28 octobre 1918, qu'il est décidé d'adopter le régime républicain et non une monarchie constitutionnelle comme le pensaient certains, dont le président sera T.G. Masaryk. La République est fille de la guerre et de la victoire de l'entente. Disparaissent le monde aristocratique et les règles qui y présidaient. L'égalitarisme tchèque a pris le dessus sur la société d'ordre qui caractérisait encore la monarchie habsbourgeoise. Les lendemains de l'indépendance sont marqués par des solutions politiques provisoires, prises dans l'urgence et largement dépassées par l'évolution des derniers mois de la guerre. Les élections municipales du 15 juin 1919 montrent à quel point la dominante conservatrice du gouvernement n'est plus d'actualité. Il faut en tirer les leçons. L'ultraconservateur et démocrate national Kramar est remplacé à la tête du gouvernement par le social-démocrate Vlastimil Tusar le 8 juillet. Ce pragmatisme permet à la Tchécoslovaquie de passer sans catastrophe majeure cette période difficile. Les décisions économiques qui l'accompagnent jouent un rôle encore plus grand dans cette transition relativement douce, ce que le discours officiel qualifie de « révolution », sans qu'elle en soit une, pour mieux marquer la rupture. L'administration va se tchécoslovaquiser d'autant plus vite que les nouvelles minorités ne sont pas fiables. Les Tchèques issus des résistances intérieures et extérieures sont privilégiés, les forces armées, police et armée, étant constituées de membres des grandes organisations de gymnastique. La création de certaines administrations sera longue et délicate. Pour la diplomatie, on fait appel à des légionnaires, anciens des unités formées au sein des pays de l'entente, à des émigrés aux États-Unis, à des intellectuels et à des politiques, d'où le nom de République légionnaire pour caractériser une première république très influencée par ce groupe et par le Parti socialiste national auquel appartient le ministre des Affaires étrangères, Edvard Benes. De la même manière, l'amalgame entre les cadres de l'armée relève d'un processus complexe et évolutif. Légionnaires de France et de Russie sont privilégiés dans un premier temps, avant que ne reviennent sur le devant de la scène des officiers dont la formation a été austro-hongroise. Une autre question fondamentale touche à l'établissement des structures du pays. Sur le plan national, les perspectives fédéralistes sont finalement repoussées et la Constitution adoptée le 29 février 1920 crée un État centralisé. Seule l'Ukraine subcarpatique, Ruthénie, jouira de perspectives d'autonomie.
Le trait d'union disparaît entre Tchéco et Slovaquie. L'héritage socio-économique de la guerre est évidemment lourd. Les difficultés d'approvisionnement sont amplifiées par les mauvaises récoltes de 1918. Le prix des denrées de consommation courante s'envole au marché noir. L'industrie tchécoslovaque dépend de l'importation de matières premières qui manquent, charbon, coton, sucre, etc. Seule la poursuite de l'ingérence de l'État dans l'économie permet de limiter l'ampleur des problèmes, mais la production industrielle de 1919 n'est que de 60% par rapport à celle de 1913. Il faut aussi prendre en charge les victimes de la guerre, secourir les orphelins, recenser les invalides et aider les veuves. Il faut également faire face au rapatriement des Tchèques et des Slovaques d'Autriche, d'Allemagne, d'Ukraine et de Russie, soit 200 000 personnes jusqu'en 1923. La législation concernant le chômage entre en vigueur à partir de décembre 1918. D'après certaines estimations, on est passé de 354 000 chômeurs en 1919 à 148 000 en 1920 et à 71 500 en 1921. Malgré ces chiffres élevés pour l'année 1919, le sentiment d'appartenir au camp des vainqueurs, de voir satisfaites d'anciennes revendications nationales, d'avoir enfin un État souverain, tout comme la victoire des nationaux en 1917 au sein de la social-démocratie, ont certainement réduit dans un premier temps la contestation sociale et la volonté révolutionnaire. Pourtant les tensions ne manquent pas, violences nationales, manifestations antisémites, révoltes contre le marché noir, alimentées par les positions du gouvernement. Et quelques épisodes très durs marquent le printemps 1919, et à la fin de l'année 1920, la difficile scission de la social-démocratie, qui donne finalement naissance au Parti communiste de Tchécoslovaquie les 14 au 16 mai 1921. La réforme agraire sera un des instruments majeurs pour désamorcer une partie de ces tensions. La sortie de guerre correspond également à une redéfinition des rapports du nouvel État avec la religion, en particulier le catholicisme. Lors du recensement de 1910, la population tchèque se déclare à 96,5% catholique et à 3% protestante. En 1921, les catholiques ne sont plus que 81,97% et en 1930, 78%. Un incident qui se déroule le 3 novembre 1918 illustre bien l'atmosphère. La foule qui redescend de commémoration de la Montagne Blanche vers le centre de Prague va s'en prendre à la colonne mariale qui se trouve sur la place de la vieille ville, pensant par erreur qu'elle célèbre la victoire des catholiques sur les protestants. Les rapports entre l'État tchécoslovaque et l'Église resteront tendus, voire très mauvais, jusqu'au début des années 1930. Il ne s'agit pas seulement de questions pratiques. Conséquence de la réforme agraire sur les biens de l'Église, projet de séparation de l'Église et de l'État, qui n'aboutiront pas, redéfinition des frontières des unités ecclésiastiques, mais aussi des enjeux symboliques autour de Jean Hus, à laquelle la Nouvelle République est d'autant plus attachée que les débuts de la résistance extérieure ont été placés sous ses auspices par Masaryk, à L', occasion du 500e anniversaire de sa mort en juillet 1915. Le pragmatisme qui a présidé à cette réorganisation est frappant. Il ne s'agit pas d'affirmer seulement son indépendance. Il s'agit de la construire concrètement, méthodiquement. L'adoption très rapide d'une monnaie nationale pour échapper au cycle inflationniste entretenu par Vienne, la nostrification des entreprises qui consiste à rapatrier les sièges sociaux des entreprises qui travaillent sur le sol national, le glissement du capital germano-autrichien vers des capitaux alliés, britanniques, belges, français, traduisent cette volonté de nationaliser l'économie et de retrouver rapidement un certain dynamisme. La Tchécoslovaquie va être finalement l'État de la région qui va se relever le plus rapidement, ce qui ne sera pas sans impact sur le ralliement de ces Allemands. 1989 à 1993. Les choix politiques. Le premier choix a concerné le modèle politique. Les circonstances ont imposé l'évidence de la démocratie retrouvée, avec un modèle qui a privilégié le pouvoir législatif et la représentation proportionnelle caractéristique de l'entre-deux-guerres ou de l'immédiat après-guerre. Dans un climat de liberté retrouvée, le système parlementaire s'est mis en place, reflétant souvent des traditions nationales plus anciennes. Les élections se sont en général déroulées sans contestation ni incident majeur et les alternances entre la gauche et la droite, relativement lentes, avec 2 séquences de 8 ans,
ont reflété une certaine transparence du jeu politique. La démocratie standard a donc été consolidée. Puis le retour à la liberté s'est accompagné de son cortège de difficultés et des ombres se sont projetées sur ce tableau. Le désenchantement du politique et du changement est arrivé. Les formes de la démocratie parlementaire ont été en partie dévalorisées par l'impact des scandales, privatisation, collusion d'intérêts, prévarication, par la médiocrité de la nouvelle classe politique, incapacité de nombreux dirigeants, corruption, immunité autoproclamée, et par la prégnance des intérêts particuliers sur l'intérêt général. L'idée d'une victoire de la morale en politique, défendue par le dramaturge Václav Havel, a rapidement paru obsolète. Deux signes ne trompent pas, l'abstentionnisme croissant lors des élections et la montée du souverainisme en République tchèque ou du nationalisme en Slovaquie. L'année 2006 a terni un peu plus le paysage avec les crises tchèques et slovaques, qui ont montré à des titres divers la difficulté à trouver une majorité dans un système de représentation proportionnelle qui émiette la représentation. Une tendance politique lourde se manifeste avec l'opposition persistante entre un courant moderniste et occidentaliste, et des courants autochtonistes et conservateurs, clivage plus structurant que la division classique entre gauche et droite. Le problème n'est d'ailleurs pas spécifique à l'Europe médiane. Le défi économique. Dans le domaine socio-économique, les choix ont été très divers au départ dans l'ensemble des ex-satellites de l'URSS. Les sociétés qui étaient encore marquées par la ruralité, comme la Pologne, ou par la surindustrialisation, comme la Tchécoslovaquie, ont été confrontées au passage plus ou moins brutal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.